Alors, comment le droit appréhende-t-il le phénomène des addictions? Alors, le juriste pense immédiatement aux stupéfiants et à la réponse pénale qui est apportée à la consommation, la problématique de la consommation des stupéfiants qui demeure une infraction pénale, et puis se profile derrière toute la délinquance qui est associée à la problématique des stupéfiants. Dans le même registre, donc celui de la justice pénale, l'obligation de soins et l'injonction thérapeutique constituent à leur manière des tentatives de solutions apportées au traitement des addictions. Le droit civil n'est pas en reste et la justice civile connaît également du phénomène des addictions. Ainsi, les addictions sont indirectement traitées par le biais des procédures de protection des majeurs qui connaissent une altération de leurs facultés mentales ou physiques liées justement à leur comportement addictif. Mais ce sont les conséquences de l'addiction qui sont traitées et non véritablement l'addiction en tant que telle. Alors l'addiction est un fait social et à ce titre, le droit s'y intéresse. La notion est le plus souvent utilisée au pluriel car envisagée en fonction de ses déclinaisons qui sont en effet multiples et hétéroclites. Cependant, partir de la définition de la notion permettrait d'envisager le phénomène au singulier. Alors si on se tourne vers le dictionnaire Larousse, le dictionnaire Larousse, donc pour définir l'addiction, renvoie à la définition de la conduite addictive. Je cite, c'est un comportement répétitif, plus ou moins incoercible et nuisible à la santé. Alors, deux éléments ressortent de cette définition. Tout d'abord, le caractère irrépressible, et on sent derrière finalement l'idée de la création d'une dépendance, et puis l'idée de nocivité de ses conséquences. Alors, pour concevoir une approche unitaire de la notion d'addiction en droit, il convient donc de confronter ces caractéristiques à l'état du droit pour saisir les réponses qu'il peut apporter. Donc nous traiterons ensemble la question de la nocivité dans un premier temps, puis de la dépendance ou plutôt de l'asservissement dans un grand 2, dans un second temps. Premier temps, la nocivité. Alors le traitement des addictions dans le Code de la santé publique est à rapprocher de la lutte contre les maladies. La personne addicte semble dans une situation juridique proche de celle de la personne malade, du patient. En outre, la nocivité du comportement addictif pose directement la question suivante: a-t-on le droit de se nuire? Tout d'abord, la personne addicte serait une personne malade. Le présupposé de base est le suivant: l'addiction est néfaste car elle entraîne des comportements à risque et pour des raisons à la fois de protection de l'ordre public mais également parce que c'est un enjeu de santé publique, le phénomène doit être combattu. Alors, aucun texte, aucun article ne donne de définition légale de l'addiction. Pourtant, le législateur l'utilise, mais cependant, il l'utilise peu, lui préférant le terme de dépendance. Cette absence de définition est étonnante car il a pourtant bien saisi l'importance de ce phénomène. En témoigne l'intitulé de la 3e partie de notre Code de la santé publique, la lutte contre les maladies et dépendance. Alors l'association maladie et dépendance est intéressante. Ne tombe-t-on pas malade? Ne tombe-t-on pas dans la drogue ou dans l'alcool? La personne est donc assimilée à un malade et l'on comprend alors que l'addiction est envisagée comme un enjeu de santé publique qui a donc sa place dans cette 3e partie du Code de la santé publique. 3e partie qui traite de la mise en place des politiques publiques pour ce que l'on appelait avant la réforme les fléaux sociaux. Alors, l'analogie avec la personne malade permet de comprendre la position délicate dans laquelle se trouve le droit. En effet, les principes directeurs en matière d'activité médicale rendent le patient acteur de son parcours de soins, plaçant son consentement au cœur de l'activité médicale.
Le consentement du patient est même la clé de la licéité de l'activité médicale. Par conséquent, si la personne refuse son traitement, le soignant doit entendre son refus et l'accepter, même si cela peut avoir des conséquences néfastes sur la condition physique du patient, voire mettre sa vie en danger. Aussi, en matière d'addiction, on le voit, en principe, il n'y a pas d'obligation de soins pour la personne addicte. Si on reprend donc cette analogie avec la personne malade, elle n'est pas obligée de se soigner. Tout traitement nécessite son consentement, un consentement qui apparaît fortement encouragé et motivé dans le contexte précis, par exemple, des obligations de soins ou des injonctions thérapeutiques, consentement encouragé et motivé par les avantages qui sont à la clé. Mais la personne, en principe, a le dernier mot. Et elle peut très bien refuser de se soigner, refuser d'arrêter son comportement addictif. Elle peut même le continuer. À partir de ce constat-là, finalement, le caractère nocif de l'addiction pose ouvertement et franchement la question suivante. Existerait-il alors un droit de se nuire ? Alors la question est choquante, je le reconnais, mais je pense que la réponse risque de l'être également. Le droit consacre le principe de l'inviolabilité du corps humain, mais, et alors là le mais est énorme, mais cette règle s'adresse aux tiers. Elle ne concerne pas les relations entre la personne et son corps. Ces relations sont marquées par la liberté individuelle, mais pourraient aussi s'expliquer sur le terrain de la propriété. On pourrait très bien concevoir que la personne est propriétaire de son corps, qu'elle a un pouvoir exclusif sur celui-ci qui lui permet de décider seule de sa gestion. Aussi, quelle que soit l'analyse retenue pour expliquer la teneur des relations qu'entretient la personne avec son corps, liberté individuelle ou propriété, le droit semble laisser carte blanche à l'individu. La personne n'a-t-elle pas le droit de se détruire ? Au nom du principe de la libre utilisation de son corps par la personne, celle-ci peut accomplir sur lui des actes de consommation, ce qui veut dire en droit des actes de destruction. Alors on est de la destruction la plus anodine, comme le fait de se ronger les ongles, à des actes de destruction les plus dramatiques, et là on pense au suicide, c'est-à-dire à la décision de s'anéantir. Ces actes de destruction sont licites et nul ne saurait en contester la licéité. Dans le même esprit, alors, la personne aurait-elle le droit de se nuire ? Qui peut le plus, peut le moins ? Si le droit vous reconnaît la possibilité de vous anéantir, on peut supposer que l'individu dispose également de la faculté de se nuire. Rien dans le code pénal ni dans le code civil viendrait interdire ou sanctionner l'individu qui nuit à lui-même. Cela peut paraître étonnant, mais finalement le droit n'interfère pas dans la relation entre la personne et son corps, comme l'illustre le régime finalement du refus de soins du patient qu'on a évoqué tout à l'heure. Le refus de soins constitue une abstention, refuse de faire quelque chose. L'addiction, c'est plutôt le fait d'avoir un comportement positif. On va faire une action, on va prendre des stupéfiants, on va consommer de l'alcool, etc., etc. Cette action s'avère nocive, nuisible à la santé de l'individu, elle est considérée comme toxique. Alors pourquoi elle est toxique ? L'addiction est toxique en soi, car elle conduit la personne à se négliger, à se nuire, en faisant passer avant toute considération l'acte qui lui permettra d'assouvir sa recherche de plaisir. Aussi, tout comportement addictif est malfaisant car il consomme le corps, il l'épuise, il se rapproche finalement d'une maltraitance que la personne s'impose à elle-même. Alors comment le droit pourrait-il intervenir ? L'exercice n'est pas facile car, je vous l'ai dit, on se situe dans le cadre de l'exercice de la liberté individuelle, du rapport à son corps. Pourrait-on utiliser l'abus ? L'abus de la liberté individuelle, l'abus du droit de propriété, mais l'abus implique l'intention de nuire à un tiers. Et là, il n'y a pas de tiers, il n'y a que soi-même. Et on le voit bien, c'est cette absence d'altérité qui va être problématique pour le droit, parce que le droit réagit lorsqu'un tiers s'avère concerné, mais lorsqu'il n'y a que la personne qui est en jeu.
Le droit semble silencieux, ou alors il va se déplacer sur un autre terrain que celui stricto sensu des addictions, comme par exemple celui des troubles mentaux et des soins psychiatriques. Mais là, il ne s'agit pas du traitement de l'addiction en tant que telle, mais des dérives du comportement addictif sur le terrain de la psychiatrie. On le voit, la gestion de la nocivité par le droit est délicate. La gestion de l'asservissement va l'être également, comme on va le constater donc dans notre grand 2. L'addiction crée une dépendance, elle est synonyme d'asservissement. Le droit va réagir à cette dépendance, mais le plus souvent, comme je l'ai dit, sa réaction est liée au souci d'assurer la protection, non pas véritablement de la personne addicte, mais de son entourage, de la société. On en revient toujours à la nécessité d'une altérité, d'un autrui à protéger, et l'intervention du droit semble marquée à chaque fois par ce tiers, par ce collectif qui apparaît en danger ou troublé par le comportement addictif de l'un de ses membres. La dépendance que connaît la personne addicte peut s'analyser en une mise en esclavage qui heurte les principes fondamentaux du droit et, à ce titre, lui permettrait d'intervenir. Donc une mise en esclavage. Je l'ai dit, le droit ne présente pas de définition de l'addiction. Alors pour essayer de cerner au plus près cette notion, on va se tourner vers son étymologie. Le terme addiction est d'étymologie latine et la notion exprime une absence d'indépendance, une absence de liberté, un esclavage. En effet, on dit bien, la personne se donne, s'abandonne à l'un de ses penchants, elle en devient esclave. Et l'addiction s'analyse finalement comme un processus de mise en esclavage de la personne. Alors le droit pénal notamment, connaît et punit l'asservissement, la mise en esclavage, mais la mise en esclavage d'autrui, et non de soi-même. Et l'originalité de l'addiction est qu'elle repose sur le principe d'un asservissement sans la présence d'un tiers, qui en profiterait, sauf à considérer que les fournisseurs ou les distributeurs seraient ce bénéficiaire. Sous cette réserve, le défaut d'altérité interdit l'application des textes du Code pénal qui répriment les atteintes à la liberté de la personne. L'addiction rend esclave d'une sensation que l'individu cherche à revivre sans cesse et qui l'installe dans un processus d'aliénation. La personne n'est plus elle-même, elle n'est plus à elle-même. En réalité, l'addiction constitue l'ultime étape d'un processus, puisqu'on distingue bien l'usage, l'abus et la dépendance. Alors, où placer l'intervention du droit ? Alors, on comprend très bien la logique du législateur. Finalement, le législateur va se dire, dans un premier temps, le plus important pour moi, en tant que législateur, c'est de créer des conditions difficiles ou des conditions pour contrarier le premier fait d'usage. Ça va passer par une pénalisation de certains produits ou alors ça va passer par l'encadrement de la vente à certaines catégories de la population. Et puis, on le voit bien, contrarier donc ce premier fait d'utilisation, ça va être quand même compliqué lorsque on est face, par exemple, à des addictions aux jeux vidéo ou des addictions au fait de consulter son téléphone portable sans arrêt. Là, comment on va faire ? Comment le droit va faire ? Une fois le premier fait d'usage réalisé, comment faire pour que le processus ne s'enclenche pas ? Ou comment faire pour que le processus vers l'addiction s'arrête ? Et si l'addiction est établie, comment faire pour casser l'addiction ? Alors, toutes ces questions, le droit se les pose et va essayer d'y apporter une réponse. Mais c'est délicat car l'on se situe au niveau de la liberté individuelle et celle-ci s'exerce selon l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je cite, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, mais pas à soi-même. » Et le dispositif est complété par l'article 5, donc toujours de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi n'a le droit de défendre, donc d'interdire que les actions nuisibles à la société, mais pas les actions nuisibles à soi-même.
Et finalement, c'est exactement sous cet angle que le droit traite la question des addictions. C'est avant tout un problème d'intérêt général et d'ordre public. Ce n'est pas un problème de droit privé, de droit des personnes, qui sont des matières marquées par le secret. Secret de la vie privée, secret de l'intimité. Et le droit doit rester sur le pas de la porte. Ainsi, les modalités de consommation des produits illicites, quantité, fréquence, appartiennent au domaine privé et relèvent de ce qu'on pourrait appeler l'appréciation souveraine de l'individu, présumé être un consommateur raisonnable. Alors, lorsque la consommation a fini par créer de l'addiction, de l'asservissement, la personne addicte se présente comme un esclave, une situation dans laquelle elle va se maintenir. Et c'est sans doute ce qui heurte le plus les principes fondamentaux du droit. Dans la recherche d'outils juridiques permettant au droit d'intervenir en matière d'addiction, l'atteinte aux principes fondamentaux du droit peut constituer une piste. En effet, la personne addicte ne devient pas l'esclave de quelqu'un, mais l'esclave d'une chose, d'un comportement, d'une expérience qui doit être sans cesse revécue. Et cela échappe totalement à la raison du droit. C'est aberrant pour le droit qui n'a pas de mots pour le décrire. Ce comportement ébranle les bases de l'ordonnancement juridique qui sont établies à partir de la distinction entre les personnes et les choses. L'addiction constituerait pour le droit une atteinte fondamentale à sa summa divisio. Pourquoi? Parce que l'addiction montre une personne qui tourne le dos à sa condition de personne. Or, se plaçant dans la position d'un objet passif, subissant, et non plus dans celle d'un objet actif. On est là face à ce qu'on appelle en droit un processus de réification. Le droit ne peut pas rester sans réaction. Alors on peut se négliger, on peut se nuire, on peut se maltraiter, mais on ne peut pas renoncer à être une personne. C'est inadmissible pour le droit, ce n'est pas possible, c'est une atteinte à la dignité humaine, et le principe du respect de la dignité humaine est un principe à valeur constitutionnelle depuis la décision donc du 27 juillet 1994 du Conseil constitutionnel. Le comportement addictif ébranle donc ce principe de sauvegarde de la dignité humaine en ce qu'il exprime le choix, plus ou moins conscient, d'une remise en cause par la personne de son appartenance à la catégorie des personnes. Le droit ne le tolère pas, comme l'illustre le fameux arrêt du Conseil d'État du 27 octobre 1995. Le respect de la dignité humaine est une composante de l'ordre public. On ne peut pas renoncer à sa condition d'être humain, et le consentement de la personne qui souhaiterait être traitée comme une chose n'est pas opposable au système juridique. Alors la notion d'addiction aurait-elle trouvé sa limite avec le principe de respect de la dignité humaine? Invoquer la dignité humaine afin de penser l'intervention du droit en matière d'addiction n'a jamais été envisagé. Pourquoi? Alors que on pourrait imaginer tout à fait finalement une référence à cette notion-là, sans doute pour éviter de ne pas positionner le débat sous l'angle de la morale. Car l'utilisation de la notion de dignité humaine peut rencontrer cet écueil. Et nous, juristes, on est en droit, et le droit, ce n'est pas la morale. Mais on sait très bien que le glissement qui peut intervenir lorsque justement la notion de dignité humaine est invoquée. Alors pour conclure, le droit intervient soit de façon préventive, pour éviter le premier acte de consommation, soit lorsque le comportement de la personne addicte constitue une atteinte à l'ordre public. Autrement, finalement, et même je voudrais juste insister sur le fait que c'est difficile de généraliser parce que finalement notre distinction entre produits licites et produits illicites vient en tous les cas parasiter l'analyse, mais on va dire que la liberté individuelle laisse à la personne le soin de gérer les modalités de sa consommation qui devraient être marquées par un principe que le droit fait sien, virtus in medio stat, c'est-à-dire que la vertu est éloignée des extrêmes, ou si vous préférez, vive la modération. En droit, on est tous présumés être de bonne foi, et on est tous présumés être des consommateurs raisonnables, pourvu que cela dure. Je vous remercie.